messieurs. Même devant une salle vide, on cause. Je vais vous positionner ici. Vous voulez vous la partager la présentation sur le. François fait la première partie, je prends la suite. D'accord. Hein, Et ben on fera la première partie. on fera comme tout à l'heure. À un moment, on switchera. Ça ira très bien comme ça. Allô, allô. Vous me dites François quand vous êtes calé. Oui, c'est bon. Vous êtes calé. Ouais. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon. D'accord. Allez, on est parti. Demandez le permis de construire numérique, demandez. Alors attendez, parce que François Pellegrin, il part tout seul. Il n'a pas besoin d'appuyer sur le bouton. Ouais, c'est ça, il faut un peu taper dessus. Ouais. Allez, on y va. Bienvenue, bonjour à tous et à toutes. Donc nous sommes toujours sur le plateau du plan BIM 2022 au BIM World et j'ai avec moi cet après-midi deux invités, François Pellegrin, architecte, et qui vient nous présenter l'appel à projet permis de construire, plan BIM 2022. Et puis à ma droite, Olivier Selnik, qui est architecte de Z Studio et qui est l'assistant maître d'ouvrage pour le compte du plan BIM 2022. En gros, qui est chargé de superviser les 8 équipes retenues dans le cadre de l'appel à projet. Voilà, François Pellegrin, je vous laisse commencer. Bonjour à toutes et à tous. On va donc vous expliquer l'expérimentation qui est lancée par le plan BIM 2022 pour ce permis de construire numérique avec BIM. Il y avait un décret qui était paru en novembre 2016 qui disait qu'à partir du 8 novembre 2018, toutes les communes devaient être capables de recevoir en forme dématérialisée des demandes d'autorisation d'urbanisme. Évidemment, les maires de France ont un peu tiré la sonnette d'alarme, mais on n'est pas prêt du tout. Donc, ça a été décidé d'un report en 2022. 1er janvier 2022, toutes les communes de plus de 3500 habitants devront pouvoir accueillir des demandes d'autorisation en PDF seulement. Et on va voir que nous, notre expérimentation, elle propose d'aller bien au-delà du PDF. La dématérialisation en PDF, elle marche très très bien. Depuis le 1er avril 2019, la ville de Paris l'a. Nous, on a pas mal de permis sur Paris et voilà, tout ça se fait en dématérialisé. Qu'est-ce que ça a changé en termes de délai? Rien du tout. En termes de préservation des arbres, sans doute beaucoup. Mais nous, on attend de cette dématérialisation une simplification pour tout le monde, y compris pour l'instructeur, et finalement une réduction des délais. Parce qu'il faut que ce soit du gagnant-gagnant. Et donc, ça, on attend de voir. L'expérimentation va nous dire si ça se passe comme ça. Alors, cette expérimentation, elle repose sur des acteurs volontaires. On exigeait dans l'appel à manifestation d'intérêt, je ne sais plus comment ça s'appelait, on exigeait que les équipes soient au moins constituées de 3 entités, la collectivité instructeur, le promoteur, le maître d'ouvrage et l'architecte. Et puis, on a suggéré des pistes d'expérimentation de recherche. Le premier niveau, il n'est pas dans l'objet d'expérimentation parce que c'est le simple PDF, ça marche tout seul, il n'y a pas à en parler. Le niveau suivant, c'était de dire, on va faire une instruction avec PDF, bien sûr. Alors, on précise que dans notre esprit, en aucun cas, le permis de construire repose sur une maquette toute seule. Il y a de toute façon les documents officiels pour les archives il y a des documents qui sont nomenclaturés, qu'il faut respecter et qui seront en PDF. Il faudra juste démontrer que tous ces documents-là sont sortis sans aucune retouche, sont sortis directement de la maquette. Donc c'est l'intégrité entre les PDF et la maquette. Et donc l'idée, c'est de dire on ne va pas casser la tête de l'instructeur. L'architecte fait son modèle, il prépare la mise en évidence des contraintes, des prospects, etc. Et il va aller en physique chez l'instructeur. Donc l'instructeur, il n'a pas d'équipement, il n'a pas de formation, il n'a pas de logiciel spécifique. C'est l'architecte qui va faire, et c'est comme ça qu'on avait fait en 2016 notre permis de construire de Bussy-Saint-Georges. Voilà, pour pas prendre la tête aux instructeurs dans un premier temps. Donc ça, c'est une voie
très simple. L'avantage pour l'instructeur, gain de temps, compréhension immédiate, introspection partout, il peut se promener partout dans la maquette, prendre des cotes, etc. Un niveau de difficulté peut-être un peu plus supérieur, c'est de dire, on va faire la même chose, mais là on sera à distance. Ça veut dire là que l'instructeur, il s'est formé, enfin il sait de quoi on parle, il s'est formé, et l'expérimentation montre qu'ils sont en train de le faire, et puis il a quand même l'équipement minimum. Parce que c'est vrai que dans certaines collectivités, les ordinateurs des services ne sont pas forcément du dernier cri. Cela dit, on ne lui demande pas de recevoir un logiciel natif, on lui demande juste de recevoir un lecteur, un viewer, un visualisateur de maquettes numériques. Donc c'est assez simple. Et puis il fera une petite formation, mais ce n'est pas une semaine de formation. Une demi-journée, une journée maximum, il saura tourner autour d'une maquette, faire une coupe dans une maquette, extraire des cotes, interroger une maquette. Voilà. Un autre niveau qu'on a repéré possible pour l'expérimentation, mais je crois qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup qui vont jusque-là, c'est la notion qu'on évoquait tout à l'heure dans le séminaire ou la conférence sur le contrôle, autocontrôle, c'est la notion de superviseur d'exigence. On peut avoir un corpus de règles qui sont des réglementations, des programmes, toutes sortes de choses, toutes sortes d'exigences. C'est un corpus d'exigences qu'on va confronter à la maquette et ils vont s'arranger tous les deux, ils vont nous dire ce qui est respecté et ce qui n'est pas respecté. Donc là, on visait des autocontrôles sur la sécurité incendie, sur l'accessibilité PMR et l'idée de mettre donc dans l'expérimentation les services instructeurs de ces problématiques. Après, il y a un autre niveau qui est de se dire que le bâtiment, c'est bien joli, mais il ne repose pas sur n'importe quoi, il repose sur un socle. Sous ce socle ou à côté de ce socle, il se passe plein de choses. Donc l'idée, c'était de voir comment on croisait ces données BIM et ces données SIG, système d'information géographique, parce que de toute façon, dans le cas d'instruction de permis, il faut les raccordements au réseau, les raccordements aux concessionnaires. Voilà. Donc c'est une problématique là où on met en jeu les concessionnaires. Mais dans l'expérimentation, finalement, ils ne sont pas vraiment encore entrés dans la boucle. Et puis, ça c'était un peu la cerise sur le gâteau parce qu'on a démontré que c'était tout simple à faire. Quand vous avez déposé, avec votre permis de construire, une maquette numérique, elle est déposée, elle est estampillée, elle a une date. Quand vous déterminez votre chantier 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans après, ça dépend des vicissitudes et des aléas. Il suffit de faire passer un drone, vous constituez un nuage de points et vous allez le confronter automatiquement à la maquette numérique déposée 3 ans, 4 ans, 10 ans avant, et vous voyez si ça... Voilà, donc l'autocontrôle, on peut imaginer donc d'autocontrôler et d'auto-certifier la conformité du projet au permis de construire. On a même démontré avec Olivier, puisqu'on a travaillé avec les Suisses, enfin non, juste avant d'en parler des Suisses, je dis ici qu'à l'exception de l'article UA11 qui touche le sensible ou le subjectif, qui est l'intégration au site, tous les autres articles d'un PLU sont binaires. Donc c'est facile d'écrire la règle et de la faire automatiquement contrôler par une maquette. Bon, ça, j'ai pas le transparent sur la Suisse. Mais enfin, on a quand même, après le permis de construire numérique de Bussy-Saint-Georges, le canton de Genève nous a appelés et on a fait un bon travail avec eux. Et on a pu démontrer ce qui arrivera un jour, alors je ne sais pas si c'est dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 50 ans, mais ça arrivera forcément, c'est que le permis de construire peut être, à l'exception de l'article 11, totalement instruit en quelques, si j'étais provocateur, et si j'imagine des ordinateurs très puissants, je dirais en quelques secondes, mettons en une journée, de façon quasi automatique, sans intervention humaine. Parce qu'il va recevoir une maquette. Si cette maquette n'est pas intègre, elle est rejetée. Si elle est bonne, elle est acceptée. Après, l'instructeur y met de côté la maquette, enfin les PDF qui ont été déposés par l'équipe pétitionnaire, et à partir de la maquette reçue, c'est lui qui va régénérer tous les éléments du permis de construire. Les PDF, les pièces réglementaires, les calculs de surface, remplir le CERFA. Ça se fait automatiquement, sans intervention humaine. Après, il suffit, sans intervention humaine, de comparer les deux CERFA et de comparer les PDF. Et s'il n'y a pas de truc, le permis il est accordé dans la minute qui suit. Voilà.
Bon, j'imagine que ça prendra quelques décennies. Oui, rassurez-nous quand même, on n'est pas sur un algorithme ou de l'intelligence artificielle. Il y a encore la main de pas- l'homme. Ah ben là, non, mais là, il n'y a pas eu tout d'intelligence artificielle. On va comparer juste, on va vérifier si le permis est déposé, respecte bien toutes les règles. Et au lieu de prendre le document de celui qui a déposé pour chercher l'erreur, on prend la maquette et on vérifie si la maquette, elle respecte les règles. Puis voilà, là, il n'y a pas du tout d'intelligence artificielle, il y a juste du génie logiciel, mais il n'y a pas d'intervention sur la conception. Bon, on va maintenant vous exposer le planning de cette expérimentation qui a démarré en mars. En mai, on a eu un premier rendu. Olivier va détailler tout ça. On l'étalonne, enfin il étalonne, ça avance. Et en septembre, on aura déjà une bonne visibilité. Et l'idée, c'est de pouvoir communiquer en décembre, pour donner des recommandations, des envies, des guides. Et peut-être aussi, j'espère, lancer une deuxième vague d'expérimentation sur des choses qui seront un peu plus complexes. Voilà, Olivier. Donc Olivier Selnick, je le rappelle, est architecte et assistant maître d'ouvrage pour le compte du plan BIM 2022. En gros, votre travail, c'est de superviser les équipes retenues. Vous êtes un accompagnateur, en gros. Exactement. François fait partie du comité de pilotage qui a mis en forme l'expérimentation et j'interviens ensuite pour suivre ces 8 équipes qui ont été sélectionnées. Je remets le planning pour montrer là où nous en sommes et expliquer que ce qui était demandé idéalement, c'est que les équipes déposent un permis de construire de façon classique et déposent un permis de construire sous forme de maquette en même temps, que les deux instructions soient synchrones ou que l'instruction réelle se serve de la maquette en complément des pièces usuelles. Ça a été vrai dans certains cas et dans d'autres cas, pour des raisons liées au projet, des nécessités impérieuses de prendre date avec un vrai permis de construire et une vraie acceptation sans passer du temps sur la maquette, ou à l'inverse, l'opportunité de tester la maquette avant que le projet ne soit abouti. On a quelques désynchronisations. Mais en tout cas, on voit que nous sommes mi-juin. La plupart des équipes aujourd'hui sont en train de déposer leur permis. Il y avait 8 équipes. Je montre 2 slides de chacune d'entre elles. On a choisi de ne pas en mettre les noms. Nous avons des équipes à travers la France, et y compris la France métropolitaine et dans les dom-toms, qui chacune ont des approches complémentaires, et c'est ça qui est intéressant, qui se posent la question des cas d'usage, qui dialoguent de très près, et c'est à ça que nous sommes très, très vigilants, et c'est la demande explicite de François et du comité de pilotage, de s'assurer que ce ne sont pas des BIMers qui font toute l'opération, mais que des archis normaux, sachant utiliser de façon courante les outils de maquette numérique et de BIM, sont capables de produire les documents nécessaires sans renfort de technologie ou de prouesse de formation, et que de l'autre côté, les services instructeurs, qui ne sont pas très aguerris sur les outils, sont capables d'une façon simple et idéalement relativement autonome d'exploiter ces maquettes et les informations pour mener à bien le travail d'instruction. Donc, comme on le voit ici, des questionnements sur les cas d'usage. Qu'est-ce qu'on veut chercher à faire? Il ne s'agit pas de tout faire. Chaque équipe a identifié quelques points. Et comment est-ce qu'ils vont le faire? Qu'est-ce que ça nécessite en termes de maquette de la part des architectes? Quels sont les supports? Est-ce que les supports, c'est la maquette? Est-ce que les supports, ce sont des livrables? Est-ce que c'est sur une plateforme en ligne que l'instructeur pourra, comme ici, appréhender les volumes du bâti existant? Et puis de quelle façon est-ce qu'on est globalement sur la gestion du projet? Est-ce qu'on sait identifier les appartements, s'il s'agit de logements? Est-ce qu'on sait identifier les surfaces? Est-ce que l'instructeur est guidé pour faire ses choix? Est-ce qu'il s'agit d'avoir des automatismes ou il s'agit de donner une sorte de mode d'emploi aux instructeurs pour qu'ils sachent, je dois vérifier la distance par rapport à l'axe de la voirie, comment est-ce que je fais? Est-ce que c'est indiqué? Est-ce que j'ai des outils pour ça? Je dois vérifier les surfaces des logements. De quelle façon est-ce que je peux vérifier que la surface indiquée dans le CERFA est correcte par rapport à celle de la maquette? Je dois vérifier le nombre de places de parking, c'est un sujet qui paraît simple, ou le nombre d'arbres ou d'arbres de haute tige, où sont-ils? Comment est-ce qu'on fait? Quelles sont les méthodes? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans la maquette en amont? Et quelles sont les procédures pour pouvoir obtenir ces informations lorsqu'on est instructeur? Un autre exemple qui se focalise sur les différentes personnes qui vont suivre l'instruction. Sur bien des projets, on a non seulement le permis de construire d'un bâtiment, mais comme c'est le cas ici, on est sur un projet sur le littoral dans un pays des dom-toms, un pays, une région des dom-toms.
On a non seulement des instructeurs de bâtiments, mais on a également un projet d'aménager le littoral avec d'autres instances, des maîtrises d'œuvre urbaines ou des aménageurs qui sont aussi enrôlés dans le processus. Et à chaque fois, ce sont des nouveaux cas de figure qui se posent, dont on regarde quelles sont les questions particulières, qu'est-ce qu'il faut leur donner, qu'est-ce qu'ils savent faire. Donc ici, comment est-ce que les bâtiments s'insèrent dans le littoral et qu'on peut à la fois juger du projet global et des bâtiments en question. C'est tout petit ici, on le voit sur l'écran. Autre exemple, quels sont les cas d'usage déployés, quels sont les supports, qu'est-ce qu'on va mettre dans la maquette, comment est-ce qu'on va les retrouver. François évoquait les différentes étapes ordinaires d'une instruction de permis de construire et des documents qu'on produit. Comment est-ce qu'on sait produire ces documents, comment est-ce qu'on sait récupérer les informations équivalentes, qu'est-ce qu'il faut faire de particulier pour ça. Comme on a évoqué, toutes ces équipes ont des réunions régulières entre elles. On essaye aussi de démêler ce qui sont les réunions régulières de projet et les acteurs ordinaires du projet et les acteurs spécifiques qui viennent là pour ces expérimentations. On voit des choses en fait assez courantes, des maquettes telles que des architectes comme François ou nous savons en produire depuis non seulement des années mais des décennies. Par contre, tout le monde ne les produit pas encore ou ne sait pas les utiliser. Tout simplement le fait de travailler à plusieurs également dans ces contextes visio aider à avancer. Et puis vous avez ici une idée des plannings de ces équipes qui ont travaillé sur leur projet, sur l'expérimentation, sur les liens avec les services instructeurs, sur les travaux spécifiques qui sont faits pour porter à connaissance ces différents points. On est ici, si je ne me trompe pas, sur un projet qui est à Lyon, avec la particularité qu'on dispose à Lyon dans le format standard CityGML des maquettes du territoire, de toute l'agglomération. Donc là aussi, l'enjeu ici, c'est de savoir comment est-ce que le permis d'un bâtiment peut exploiter les données urbaines qui sont accessibles à tous pour juger de l'implantation du bâtiment dans son site. Et puis sur une approche de checker, quelques équipes, mais pas beaucoup, se sont orientées sur des outils de checker, de visualisation, de recherche d'informations qui savent extraire toutes les infos des maquettes et savent vérifier si elles sont conformes ou pas au programme et aux données que doit respecter le projet dans son permis de construire. Autre exemple qui est mené ici avec la startup Builders, le bâtiment dans son site et une capacité de modéliser de façon relativement automatisée les règles d'urbanisme et de vérifier si le projet tel qu'il est là est conforme ou pas. Alors c'est aussi quelque chose qui est utile en conception, de dire je m'aperçois qu'il y a des non-conformités, je peux modifier le projet sur certains points pour qu'il rentre dans les clous et dans les règles du PLU. Ça, les beamers reconnaîtront des schémas BPMN de ce titre où on cherche à décrypter les processus et à comprendre. Tu parlais de Genève et de tous les services qui vont superviser une maquette. Il n'y a pas seulement un instructeur, mais de nombreux services. Les pompiers, les services d'accessibilité, les concessionnaires pour les réseaux. Quels sont les schémas d'échange d'informations entre toutes ces personnes? La dématérialisation évoquée par François va amener déjà un premier élément. Ils auront à disposition un flux d'échange d'informations et des maquettes. Et on se dit que la maquette numérique sera un élément en plus qui permettra de comprendre les projets. Autre projet, je crois que celui-ci est un projet qui était à Montpellier. Il y a pas mal de questions autour, bien sûr, des formats standards. C'était aussi une des données du sujet, de dire qu'il ne faut pas qu'on soit dans des environnements propriétaires dédiés à tel ou tel logiciel et son éditeur, mais être dans des formats ouverts pour que, quels que soient les outils utilisés par les uns par les autres, ces échanges d'informations puissent se faire autour des formats de maquettes IFC et pour un certain nombre d'échanges d'informations, qu'on soit sur des outils sur une machine ou sur des plateformes, d'échanges d'informations et d'annotations à travers les formats BCF, en se disant que c'est sans doute à travers ça que des questions pourront être posées et des réponses apportées ensuite par les équipes. Des sujets sur lesquels ils réfléchissent d'une autre mode de présentation, je vous laisse les lire sans chercher à être exhaustif. Quels sont les cas d'usage qui seront évoqués ici sur le permis et quels sont les processus qu'on va mettre en œuvre pour répondre aux cas d'usage. C'est ce que tous les gens, j'en reconnais beaucoup dans l'assistance qui font du BIM, se posent comme question, qu'est-ce qu'on cherche à faire, puis ensuite par quel processus on va apporter ces preuves. Autre exemple, on a eu souvent des sujets avec deux équipes d'architectes qui travaillent ensemble sur le même projet ou des projets qui avaient deux pôles, un pôle bâtiment et un pôle aménagement. On a ici un exemple d'une rénovation de bâtiment avec deux projets, l'aménagement des locaux au rez-de-chaussée qui fait l'objet d'une déclaration préalable et une restructuration lourde des bâtiments qui fait l'objet d'un permis de construire. Comment est-ce que ces deux éléments sont gérés conjointement?
à chaque fois, on a cherché à voir, et c'est une des choses à laquelle on est attentif dans notre suivi, ce que font les architectes, ce que font les services instructeurs, est-ce que c'est fluide, est-ce qu'ils se comprennent, est-ce que les instructeurs sont à même d'exploiter ces informations et de faire leur boulot. Puis voilà, donc c'était un aperçu rapide de ces 8 projets. On a volontairement gommé les noms des équipes. Tous travaillent de façon assez intéressante et efficace. Une grande partie du travail est sur des choses qui peuvent apparaître assez simples pour des gens qui pratiquent le BIM depuis des années, voire plus. Constituer un bâtiment sous forme de maquette, exploiter la maquette, comprendre les projets à l'aide d'une maquette, être capable d'aller chercher des informations sur les matériaux, sur certaines typologies, être capable d'aller chercher des informations qui ne sont pas, calculer une longueur qui manquait sur les plans, tout en sachant que même si l'instructeur est capable, grâce à la maquette, d'obtenir cette information, il faudra que le pétitionnaire donne un document opposable, officiel, et ça va rester encore un certain temps. Voilà, j'ai terminé ce petit tour de piste très rapide, un peu évocateur des travaux de ces 8 premières équipes, en imaginant qu'ils ne font qu'ouvrir le chemin que François avait commencé à tracer en 2016 à Bussy. Alors il n'a pas terminé visiblement de tracer ce sillon. Un petit commentaire, François. Ben oui, vous pouvez applaudir. Non, c'est pas nous, c'est les équipes que vous applaudissez, les équipes qui sont dans l'expérimentation. Non. Bon, c'est bien ce qui se passe, il fallait le faire. Hein. C'est bien que le plan BIM 2022 l'ait lancé. Je constate que la mayonnaise prend, mais quand même très lentement. Je constate quand même que les ambitions des équipes sont très mesurées. Elles commencent tout à fait par le début. Donc il y aura, on va faire tout pour qu'il y ait une deuxième vague d'expérimentation qui pousse le bouchon un petit peu plus loin. On a constaté aussi quand même que beaucoup d'équipes sont encore trop dépendantes d'un BIM manager ou d'un AMO BIM qui fait le boulot à la place des archis. Hein, voilà. Donc ça ne va pas non plus. Ce n'est pas le sens de l'histoire. Il faut que les acteurs deviennent autonomes et se forment. Voilà, mais bon, ce sont des constats. Les voies d'amélioration, on les connaît. Aux professions de se déployer. D'ailleurs, si elles ne le font pas, je dis aux archis, ils seront rapidement rayés de la carte, hein, parce que les autres sont prêts à prendre votre part de boulot. Mais voilà, l'archi reste quand même celui qui crée l'espace, qui crée la réponse au programme, qui crée le projet. Donc je ne connais pas un thermicien ou un ingénieur structure qui peut travailler sur un programme. Il faut qu'on ait fondé le projet. Donc à vous d'être, je dis aux jeunes archis qui sont là, suffisamment conscients de l'enjeu de la maîtrise de cette maquette qui demande qu'à être partagée pour que vous puissiez vraiment travailler en mode collaboratif avec les autres. Et au niveau du permis de construire, ce qu'on a constaté, ça fait presque avril 2016, ça fait loin, on a constaté qu'on avait 3 instructeurs sur le dos parce qu'on était dans un établissement public. Il y avait la ville de Bussy-Saint-Georges, il y avait l'établissement public et il y avait la DDT au niveau départemental. On a pu, en une matinée, instruire paisiblement le permis de construire de manière fluide, répondre à toutes les questions. Voilà. L'objectif de cette aventure de permis de construire, c'est d'arrêter la paperasse inutile, d'arrêter les délais fous. Les périodes de confinement que nous avons connues se reproduiront. Si la France s'arrête à chaque fois, ce n'est pas possible. Donc il faut aller sur le numérique, mais un numérique intelligent qui soit vécu comme un vrai service et non pas comme une contrainte ça ne marchera pas. Si c'est vécu comme une contrainte, ça ne marchera pas. Voilà. Donc on est plein de confiance, bien d'espoir, mais on voit qu'il y a encore du chemin à faire. Il y a quand même un progrès. On ne parle plus seulement de boomers, on parle déjà de beamers. C'est déjà pas mal. Hein, voilà. Un petit mot. Il faudrait que tout le monde y passe et se rende compte que c'est une étape incontournable. Et c'est vrai pour les architectes, pour reprendre ce que dit François, s'il y a un permis de construire, c'est bien qu'il y ait un bâtiment. Et c'est pas pour rien que ce sont les architectes et personne d'autre qui signent ces permis de construire. Donc c'est un vrai enjeu, une vraie opportunité que les architectes soient capables de se saisir de ce sujet. J'ai pendant longtemps formé des jeunes étudiants ou des confrères sur les outils, en leur disant que sortir les pièces graphiques d'un permis de construire à l'aide d'une maquette, c'est quelque chose de finalement assez simple. Alors maintenant, on évolue un peu en disant qu'il faudrait idéalement que ce permis soit déposé après une vraie instruction d'avant-projet, on en parle régulièrement, que les maîtres d'ouvrage laissent le temps nécessaire aux architectes pour que le permis qui est déposé ne soit pas à la sauvette pour prendre date, mais soit au contraire le résultat, le fruit final du travail des équipes avec suffisamment de temps, suffisamment fiable pour refléter vraiment le projet dans toutes ses dimensions. Là aussi, il y a des travaux à mener, pas seulement avec les confrères dans ce cas-là. Très bien. Ça vous va, François Pellegrin? Eh bien, merci. On remarquera que les architectes ont toujours beaucoup de choses à dire. Restez ici parce qu'on filme. Et si vous me coupez la chic,
Voilà, on remercie Olivier Selnik et Merci puis à vous. François Pellegrin. Et puis vous pouvez retrouver cette conférence sur le site internet du plan BIM 2022. On vous remercie. Merci.